8 Français sur 10 consultent chaque jour leur horoscope pour savoir ce qui va leur arriver. 8 Français sur 10, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui fait que nous sommes tant fascinés par l'astrologie, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas? Est-il vrai que l'alignement des planètes au moment de notre naissance définit notre personnalité, voire notre destin? On en parle avec nos invités juste après ça. Astrologie, numérologie, cartomancie ou voyance, un Français sur 4 consulte chaque année un des 100 000 spécialistes de la prédiction. La forme la plus répandue est l'astrologie. Chaque jour, environ 8 Français sur 10 s'empressent de lire ou d'écouter leur horoscope afin de découvrir ce que l'avenir est censé leur réserver. Et l'apparition de cette rubrique dans les journaux est assez récente. En France, c'est le magazine Marie-Claire qui lance le premier horoscope en 1935. Pour la plupart des gens, l'astrologie se résume aux horoscopes dans les magazines. Pourtant, les spécialistes défendent plutôt une astrologie savante qui repose sur le positionnement des astres au moment précis de la naissance des gens. C'est ce thème astral qui, selon eux, permet de définir la personnalité et les traits de caractère des individus. Alors pourquoi sommes-nous tant fascinés par l'astrologie? On en parle tout de suite sur Altam. Et on en parle avec nos invités du jour. Fabrice Pascaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrologue et membre de l'Institut national des arts divinatoires. Abdou Gnaba, bonjour. Vous êtes anthropologue et vous avez beaucoup travaillé sur cette question de l'astrologie, également du point de vue philosophique. Daniel Kunt, bonjour. Vous êtes astrophysicien à l'Institut astrophysique de Paris, ou astronome. On peut dire les deux, c'est ce que vous m'avez expliqué en préparant l'émission. Directeur de recherche au CNRS, co-auteur d'un Que sais-je sur l'astrologie aux éditions PUF, et votre prochain ouvrage, L'astrologie est-elle une imposture ? Point d'interrogation, sortira en mai prochain aux éditions du CNRS. Enfin, Sassandra Le Guérénal, bonjour. Vous êtes sophrologue, vous êtes déjà venu sur le plateau d'Eltom pour parler de sophrologie, mais aujourd'hui, vous venez nous parler de votre deuxième passion, l'astrologie. Chez vous, il n'y a pas une seule journée qui commence sans que vous regardiez votre horoscope du jour? Je ne regarde pas tous les jours. Hein. Je suis pas, ça m'intéresse, ça m'attire. Passionné, c'est un bien grand mot, mais disons que j'ai l'habitude de regarder ce que dit l'astrologie au jour le jour, de temps en temps. C'est-à-dire, après avoir déposé ma fille à l'école, j'ai l'habitude de prendre un café à côté et je lis Le Parisien, et c'est vrai que c'est un petit rituel. La dernière page, la fameuse dernière page du Parisien. Mais enfin, quand même, ça va un petit peu plus loin, puisque j'ai cru comprendre que même quand vous faisiez des rencontres, par exemple des hommes, eh bien, vous vous renseigniez sur le signe pour savoir si vous étiez compatible. Vous allez nous raconter tout ça. Émeric Berco, d'abord, nos téléspectateurs, eux, sont-ils férus d'astrologie? Est-ce qu'ils consultent leur horoscope tous les jours? Seulement ils consultent, mais on aimerait surtout savoir quelle est leur rubrique préférée. C'est vrai qu'il y a l'amour, la santé, le travail, l'argent. La question était la suivante. Dans votre horoscope, la première rubrique que vous consultez est l'amour, la santé, donc le travail ou encore l'argent. Et ce qui arrive en tête avec 49%, c'est l'amour qui prime. Voilà, c'est très important. Derrière l'argent, quand même, avec 34%, le travail 12% et seulement 5% pour la santé. Je vous rappelle, chers téléspectateurs et internautes, sans vous faire la morale, que sans la santé, on ne peut rien avoir tout le reste, vous savez. Ça vous étonne pas ce résultat, Fabrice Pascaud? Alors là, on parle de l'horoscope. Oui. Hein. Alors, il est vrai que l'horoscope a pris naissance aux États-Unis dans les années 20. Et c'est devenu un sujet porteur pour les médias, pour la presse. C'est vrai que c'est une page qui est lue. Donc, tous les magazines s'empressent de créer une rubrique horoscope. Sauf que l'horoscope et l'astrologie, ce sont deux mondes quand même différents, même si l'horoscope a pour base les 12 signes du zodiaque. Hein. Reste que l'astrologie, d'abord, l'astrologie, c'est faire dresser sa carte du ciel à partir de sa date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance. C'est 3 éléments de base pour calculer la carte du ciel qui est, je dirais, spécifique à chacun d'entre nous. Donc là, vous voyez, on sort du registre uniquement du signe du zodiaque, uniquement, puisqu'un thème astrologique est composé des 12 signes du zodiaque, auxquels s'ajoutent les planètes. Il y a 12 maisons qui sont 12 secteurs, je dirais, d'expression de la personnalité. Et tout ça, ça rentre en interaction. Il y a après ce qu'on appelle les aspects interplanétaires. Et tout ça, c'est la musique céleste intérieure de chacun. Donc, vous voyez, on est au-delà de cette vision très réductrice de l'horoscope. Ce que vous dites, c'est qu'il y a un caractère frustrant à lire juste quelques lignes sur notre signe astrologique, alors qu'on peut avoir un thème astral beaucoup plus complet. Frustrant, et puis surtout, c'est que ça ne donne pas forcément une bonne image de l'astrologie. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, dites-le clairement, en fait, c'est pas sérieux. Voilà, c'est pas sérieux. Voilà. Pour employer un euphémisme, ce n'est pas sérieux.
D'ailleurs, il y a un quotidien qui a très bien compris l'aspect de l'horoscope, puisqu'il le met à la même page que la météo. En 4e, voilà. C'est une météo psychologique, il faut le prendre comme ça. C'est rentré maintenant dans la vie, c'est rentré, c'est courant, chacun lit son horoscope, même ceux qui n'y croient pas vont le lire. Et puis voilà, c'est tout. Même Raymond DeVos avait fait un sketch sur l'horoscope qui était très drôle là-dessus. Voilà. C'est rentré, géré dans la vie, mais il faut faire une distinction entre l'horoscope et l'astrologie. Alors le côté positif de l'horoscope, c'est que ça peut amener les gens à un moment donné à s'intéresser un peu plus à la question astrologique et faire la démarche pour aller consulter un astrologue. Et donc faire dresser leur carte du ciel et vivre l'expérience de la consultation avec un astrologue. Allez, un premier témoignage posté sur eltom.fr. C'est Emma qui est assistante maternelle à Paris. Je suis du signe de Capricorne. Mon mari est du même signe que moi et on n'a pas du tout les mêmes caractères. Bon, vous me direz qu'il y a une histoire d'ascendant, ça c'est sûr. Mes enfants, j'en ai un qui est Verseau, l'autre qui est Cancer. Et je dois dire que Cancer, c'est vraiment des têtes de mule. Alors, je ne sais pas si les cancers sont des têtes de mule. Ça va leur faire plaisir, sérieux. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est des choses qu'on entend régulièrement. Les cancers sont comme ci, les verseaux sont comme ça. Là, c'est des réactions qui se réduisent uniquement aux signes, évidemment. Alors, madame et son compagnon sont du même signe, Capricorne, simplement, ils sont certainement pas nés la même année, pas forcément le même jour. Ils n'ont pas le même thème astrologique et les mêmes positions planétaires. Et c'est ça, toute cette mosaïque, je dirais, du ciel qui rentre en résonance avec chacun. Donc deux Capricornes ne vont pas forcément se ressembler. C'est pour ça qu'il ne faut pas réduire l'astrologie aux signes du zodiaque, parce que là, évidemment, on va mettre à côté, c'est sûr. Daniel Kuhn, qu'est-ce qui a amené l'astrophysicien que vous êtes, donc le scientifique très, très carré, évidemment, à vous intéresser, très cartésien, des trucs, ça. à vous intéresser à Très l'astrologie? carré, ouais. Eh bien, parce qu'on partage le même ciel, déjà. On est censé demander au ciel des choses qui nous intéressent. Et donc, effectivement, ça pose problème à un moment donné, puisqu'on ne le traite pas du tout de la même manière. Et puis, il y a aussi la curiosité. Ça m'a intéressé de savoir pourquoi, alors que depuis 1600, à partir du moment où on a commencé à regarder le ciel avec des lunettes, avec Galilée, Galilée voit, avec sa petite lunette toute petite, là, il découvre le ciel, il s'aperçoit qu'il y a des... Et ça change complètement sa vision du monde. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que c'est pas la Terre qui tourne c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais l'inverse. On voit des taches sur le Soleil. On voit que la Lune est pleine de crevasses. On voit que des planètes tournent autour des satellites tournent autour de Jupiter. Bref, il fait vraiment des découvertes extraordinaires qui bouleversent notre vision du ciel. Et ça continue parce qu'on a construit des télescopes, des observatoires. Et alors, on s'est posé la question, comment ça se fait qu'à partir du moment où on a une vision du monde, de l'univers complètement différente, maintenant, aujourd'hui, que nos petites planètes là, dont vous parlez sont pratiquement... ne comptent pas dans l'univers. L'univers est bien plus vaste que ça. C'est des poussières à l'image. C'est des poussières à l'image de l'univers. Pourquoi les gens continuent à croire, à avoir une vision du ciel qui est héritée de la vision de nos ancêtres il y a 6000 ans, 4000 ans, parce que l'astrologie, ça date de là. Alors, on s'est posé cette question-là. Quel est le fondement de l'astrologie et comment ça fonctionne? Et donc, j'ai travaillé sur ce sujet avec d'autres collègues et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et donc, je suis arrivé à la conclusion que l'astrologie dit des choses, certainement, mais que ça n'a rien à voir avec le ciel. Ça, c'est notre façon d'interpréter, nous, l'astrologie. Comment ça n'a rien à voir avec le ciel? C'est-à-dire que les astres dont parlent les astrologues, Jupiter... je ne parle pas du Soleil et de la Lune, ça c'est différent, parce que ça fait partie de notre quotidien. Donc il y a évidemment que le Soleil est responsable de la vie, donc on ne peut pas le nier. La Lune aussi agit, même symboliquement, on la retrouve dans les poésies, on la retrouve dans l'imaginaire de tout le monde, donc il y a une importance. Mais s'agissant des autres planètes, la plupart des gens ne savent même pas où elles sont, ne les ont jamais vues, on ne voit pas très bien quel type d'influence il y aurait. Elle pourrait agir sur nous. C'était pas vrai il y a 4000 ans, parce qu'il y a 4000 ans, vous aviez des astrologues qui regardaient le ciel continuellement et qui s'étaient aperçus effectivement qu'il y avait des astres qui se déplaçaient par rapport aux autres étoiles. Ça les intriguait. Ils leur avaient attribué des vertus presque magiques, même liées au divin. Et ils voulaient savoir effectivement quels étaient. Ils pensaient qu'il avait un lien entre ces mouvements et notre destin. On peut le comprendre à cette époque, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à voir quelle serait
voilà, la justification physique. Enfin, quel est le lien, de quoi il s'agit réellement. Donc voilà, c'est tout. C'est exactement ça. Bien sûr, vous pouvez Bien répondre. sûr. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce qu'a dit M. Quinte. Alors, il est vrai, quand on parle en termes d'influence, c'est vrai que il y a peut-être encore une catégorie d'astrologues qui croient peut-être aux influences, mais il n'y a pas d'influence déjà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a pas d'influence. Il n'y a pas d'influence de Mars ou de Vénus. Il n'y a pas des fluides vénusiens, martiens qui nous toucheraient au point, je dirais, d'influencer notre personnalité. Évidemment, c'est plus subtil que ça. Reste que je vais m'aider un petit peu du psychologue Carl Gustav Jung. Là, c'est un phénomène de synchronicité qui se repère entre la position des planètes et, je dirais, la vie ici-bas. C'est-à-dire que, alors évidemment, notre approche est tout à fait différente. On travaille avec un même support qu'est le ciel, mais notre appréhension du ciel n'est pas la même, c'est sûr. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se rencontrer, mais c'est vrai qu'on a deux visions, la vision matérialiste et scientifique, et moi j'ai une vision, je dirais, symbolique et analogique, en fait. Voilà. Donc, ce n'est pas les mêmes voies. Donc, l'homme est un être symbolique, et en astrologie, on part de ce postulat qu'au moment de notre naissance, l'état du ciel est imprimé en nous. C'est-à-dire qu'on est un enfant de l'univers. Tous autant que nous sommes autour de cette table, nous sommes des enfants de l'univers. On est né tel jour par rapport au découpage du temps aussi. C'est vrai que le découpage du temps, on pourrait en parler longtemps de cela aussi. Hein. Bon. Et donc, cette partition musicale céleste intérieure, j'aime bien toujours comparer l'astrologie à la musique, nous l'avons en nous. Hein. Et après, nous sommes habités par cette comment dirais-je, mélodie de l'univers en nous, et nous cheminons avec celle-ci. Donc, on a une approche symbolique et analogique. Alors évidemment, on ne peut pas la quantifier, on ne peut pas la sous-peser d'une façon matérialiste et scientifique, c'est très compliqué. Là, c'est deux langages différents. Reste que pour moi, quand j'ai appris l'astrologie, je l'ai apprise très jeune, j'ai commencé à prendre des cours, je devais avoir 16 ans, et j'ai quand même un esprit qui est très critique. C'est-à-dire, je n'ai pas un esprit qui adhère, je crée toujours des oppositions. Donc, je l'ai abordé avec un esprit très critique, et je me suis dit, j'avais la vision donc, de l'horoscope, les 12 signes du zodiaque, et je me suis dit, ça ne peut pas être possible, c'est une vieille marotte. Les êtres humains ne peuvent pas se résumer à 12 signes du zodiaque, purement et simplement. Ça ne marche pas, donc j'ai appris l'astrologie pour, en fin de compte, la désosser. Et puis, je me suis fait prendre à mon propre jeu, parce que j'ai vécu le fait astrologique, le langage astrologique moi-même. J'ai fait des expériences en aveugle. Je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais j'ai vérifié qu'il y avait un fait astrologique. Indubitablement qu'il y avait un fait astrologique pour moi. C'était un fait, donc j'ai changé mon optique. Et depuis des années maintenant, je vis cette relation avec les personnes qui viennent me voir et je leur fais découvrir leur univers intérieur. C'est bien prétentieux ce que je dis là, et je les invite à aller à la rencontre de leur univers intérieur. Les archétypes, comme les appelait Jung, et que vous devez certainement aussi connaître très bien, monsieur. Abdou Gnaba, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser à l'astrologie? Je rappelle que vous êtes anthropologue. Alors, d'un point de vue purement anthropologique, la connaissance de l'homme, je vais séparer la connexion directe entre ce qui nous arrive et les étoiles. Mais on va quand même donner une précision, comme ça on l'aura faite. Il y a plusieurs astrologies. L'astrologie qu'on va appeler sidérale, qui veut être encore connectée aux constellations, donc complètement liée, et l'astrologie dite tropicale, avec l'horoscope et justement ces 12 archétypes. Il suffit de se poser une question en tant qu'anthropologue. Il y a plusieurs astrologies, même dans le monde. L'astrologie chinoise, que tout le monde connaît, l'astrologie indienne, qui est enseignée à l'université. On vient d'apprendre qu'il y a une astrologie antillaise et puis on attend beaucoup d'Amérique pour qu'ils nous en parlent. Ça veut donc dire que s'il y a plusieurs astrologies, il n'y a pas une vérité. Alors l'anthropologue, c'est celui qui va toujours chercher le plus petit dénominateur commun. On laisse de côté les étoiles, puisque si on reprend l'astrologie à sa base, donc les Babyloniens puis les Égyptiens, ils ne croient absolument pas à l'influence des étoiles. Mais les étoiles sont des significations qui nous indiquent les saisons. Et à partir de là, on va pouvoir en déduire des comportements. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi alors on est encore fasciné par l'astrologie? Deux raisons. D'abord, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Alors effectivement, plus on connaît ce monde, en tout cas c'est comme ça qu'on va le vivre, il suffit de regarder, de faire l'expérience, regarder une voûte étoilée, on est quand même pris du sentiment, du vertige, du divin, du plus grand que soi, et on est quand même tenté de vouloir être quelque chose de plus grand. L'astrologie, c'est une
C'est un art hyper égocentrique. Vous allez penser l'univers et mettre l'individu au centre. Mais enfin, c'est pour ça qu'on le regarde tous dans le journal. C'est quand même la meilleure nouvelle, très souvent, hein, que vous allez lire le matin. Et en plus, ça parle de vous. Alors que vous savez très bien qu'on est 150 millions à avoir le même signe, il n'y a pas de thème astral. Et pourtant, vous allez avoir la capacité de vous dire, bah, c'est fait pour moi. Ça, c'est une première raison. Ensuite, puisque c'est une question de sens, je ne suis jamais d'autre qu'une histoire. L'humain, c'est une histoire. J'étais un passé, je me le raconte. Mon présent, je ne peux pas me le raconter et je suis déjà dans ce que je vais manger là parce que je sens que ça sent bon. Donc l'homme, c'est un récit. Et quand vous voulez mettre du sens dans votre histoire, dans votre vie, le plus facile, c'est quoi? C'est de sauter les pages et d'aller voir la fin du récit. Alors on ne peut pas en vouloir aux gens de se dire, l'astrologie, et si c'était une façon, comme d'autres arts divinatoires, de donner du sens à ma vie, parce qu'enfin, je vais pouvoir en comprendre une certaine logique. L'astrologie antillaise, justement, Oui. Émeric, ça consiste en quoi? Ça existe, moi je ne savais pas qu'il existait une astrologie antillaise, on s'est un petit peu renseigné. Et c'est Carole qui va nous en parler. Carole Troisfontaine, regardez ce qu'elle nous explique, c'est assez intéressant. À l'instar de l'astrologie tropicale, elle se compose de 12 signes, sauf que les 12 signes antillais sont des animaux exotiques. En gardant les mêmes caractéristiques que les signes tropicaux, l'astrologie antillaise a une coloration beaucoup plus tropicale. Et on va les découvrir ensemble. Tout à l'heure, vous me disiez que vous étiez bélier, Sonia. Oui. Alors bélier, ça veut dire iguane donc, dans l'astrologie antillaise. Regardez, c'est un iguane qui va apparaître à l'écran. C'est vous, Sonia. Charmant. Si vous êtes taureau, Ça a changé. eh bien, vous êtes bœuf à bosse si vous êtes taureau, par exemple. Je ne sais pas s'il y a des gémeaux également sur le plateau. Les gémeaux, ce sont des colibris voilà, dans l'astrologie antillaise. C'est pas mal. Si vous êtes cancer, vous êtes tout loulou. Ah, Voilà. Si vous êtes du signe du lion, eh bien vous êtes Manglous, c'est le signe de l'astrologie antillaise, sympathique. Si vous êtes vierge, vous êtes Lamentin, regardez comme c'est mignon. Si vous êtes balance, vous serez Pélican. Si vous êtes scorpion, vous serez Hercule. Si vous êtes sagittaire, vous serez Ouassou. Pour les capricornes, ça sera les cabris. Si vous êtes verseau, ça sera les lambis. Et si vous êtes poisson comme moi, vous serez une tortue. Qui me plaît pas mal aussi. Ouais. Vous connaissiez l'astrologie Non, antillaise? je la découvre, là. Alors tout ça, ça a un sens pour les personnes qui vivent là-bas, sous cette latitude-là. Oui. Ils vivent entourés de... C'est adapté, c'est personnalisé. Voilà, donc ça a un sens pour eux. Monsieur a parlé du sens tout à l'heure. Ça a un sens pour eux. Pour nous, c'est très lointain, c'est vrai. Alors après, je ne m'aventurerai pas plus loin. On tombe dans une division par 12 encore, et uniquement pas au-delà. Mais il y a une chose que je voudrais préciser, c'est que... Alors vous m'avez présenté, je faisais partie de l'INAD, Oui. l'Institut national des arts divinatoires, et c'est un institut c'est surtout un code déontologique qui a pour but de réunir les praticiens qui sont sérieux. On va y venir. Alors justement, je voulais dissiper une chose, c'est que l'astrologie, évidemment, n'est pas un art divinatoire. C'est ça aussi qu'il faut balayer. C'est-à-dire qu'un astrologue ne va pas vous faire de prédictions. Il ne va pas vous dire le mois prochain, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez gagner au loto. À la fin de l'année, vous allez décrocher un super job. Mais non, mais c'est justement pour ça que je voulais dissiper ce malentendu. C'est pas de la voyance, il faut être clair là-dessus. Alors la voyance, c'est autre chose Il y a qu'on un respecte genre de beaucoup, mais c'est un autre monde, la voyance. Là, on est sur l'astrologie. L'astrologie, Donc, pas d'art divinatoire. un astrologue ne vous fera pas la prédiction, ne va pas vous dire vous allez gagner, vous donner les numéros du loto, là je caricature, ou vous dire que vous allez... ça dépendra donc des astrologies, des cultures et des praticiens surtout. des Parce praticiens. que dans l'astrologie dite occidentale, vous avez des astrologues qui vont vous faire de l'astrologie prédictive. Et là, évidemment, on va tomber dans l'imposture, pour reprendre le titre de votre livre, et ça va donner une très mauvaise image de l'astrologie et une confusion. C'est partir à la rencontre de soi, de sa part d'intimité symbolique, l'astrologie. C'est ça. Donc, quelque part, monsieur parlait du côté très autocentré. C'est vrai que l'astrologie est géocentrique et anthropocentrique. Elle place la Terre et l'homme au centre de l'observation. On aime bien revenir à soi, aller voir quelqu'un qui va nous parler de notre part intime. Ça nous aide aussi à avancer. C'est ça. C'est ce monde symbolique auquel invite l'astrologie et la découverte du thème natal. Et d'un point de vue juste, et je pense qu'on va dire la même chose, ou en tout cas peut-être pas loin, il y a quand même cette idée, puisque nous sommes des êtres symboliques, des êtres de sens, les êtres humains, on essaye de mettre de l'ordre dans le monde. Exactement. Donc, oublions l'idée de justesse ou de corrélation précise. C'est quand même, le cosmos, ça veut dire l'ordre. Donc,
pouvoir trouver sa place dans le cosmos, eh ben, c'est essayer de ranger le cosmos. Peu importe la façon, une fois de plus, il y a tellement de civilisations qui le rangent de façon différente. Donc comprenons que c'est une façon de pouvoir se projeter et penser sa place dans l'univers. Exactement. Alors pourquoi est-ce qu'on est irrémédiablement attiré par l'horoscope, même si on a bien compris qu'il n'y avait pas grand-chose de sérieux. Mais voilà, c'est vrai que c'est difficile de ne pas le lire quand il nous tombe entre les mains. On va écouter Miranda et Emma à ce sujet. Concernant l'horoscope, ça m'arrive de le lire, mais uniquement lorsque je lis des magazines ou je tombe dessus par hasard dans le journal du matin ou encore dans des applications smartphone qui me le permettent. Je pense plus que c'est plus de la superstition que de la croyance. On a toujours l'impression que notre horoscope s'adresse à nous, parce qu'il connaît nos traits de caractère et du coup on va faire en sorte à chaque fois que cela fonctionne. Je pense que les gens ont besoin de choses positives dans la vie et je pense que la plupart du temps c'est plutôt assez positif le rapport à l'astrologie. Moi je pense que quand c'est positif, ça peut donner du courage et de la force pour faire les choses. Ça, Sandra, est-ce que ça vous parle? Est-ce que quand vous lisez votre horoscope le matin et qu'il y a écrit que vous allez passer une super journée, que vous êtes super en forme, qu'il va vous arriver plein de trucs formidables, ça vous donne la pêche? Oui, ça aurait tendance effectivement à me donner la pêche. Et pour rebondir sur ce que j'ai pu entendre et aux questions que vous avez posées, je pense que de façon générale, la plupart des gens ont tendance à appréhender, à aborder l'avenir, le futur avec de l'appréhension. Et je pense que ce que les gens recherchent aussi en regardant leur horoscope, c'est le fait d'être un petit peu rassuré. Une sécurité. Voilà, une sécurité. Parce que, voilà, généralement, les gens sont rarement dans l'instant présent, c'est bien connu, ont tendance à ruminer les choses du passé et à appréhender le futur. Et c'est vrai que de regarder l'horoscope, il y a quelque chose effectivement d'un petit peu rassurant. Oui, Daniel Kuhn. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des études qui ont été faites justement de sociologie pour voir quelles étaient les populations qui s'intéressaient à l'astrologie et pas d'autres. Oui. Et on s'est aperçu effectivement que dans la mesure où on vit dans un monde incertain, précaire, etc., les personnes les plus démunies, les plus en insécurité, effectivement se tournent davantage vers l'astrologie. Ceci dit, par rapport à tout ce qui a été dit, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire ce qui nous a interrogé nous, scientifiques, c'est de s'apercevoir effectivement que l'astrologie, en fait, c'est un langage, c'est surtout un langage. C'est pour ça qu'il n'y a pas, je suis d'accord, il n'y a pas d'influence du tout. Il n'y a pas d'influence des astres, on n'attend pas, personne ne se dit, je ne pense pas. Autrefois, c'était le cas, parce que le mot influence a une origine astrologique. Influence, c'était un terme qui veut dire influer, donc une substance, sous-entendu en provenance des astres. Et ensuite, c'est devenu un terme qu'on utilise tous les jours. J'ai de l'influence, on a oublié les étoiles. Donc pendant très longtemps, il était bon ton de croire que les astres avaient vraiment, il y avait quelque chose de mystérieux, inconnu, mais qui nous influençait directement. Ça, je crois que la plupart des astrologues aujourd'hui n'y croient plus. Ce qu'il en reste maintenant, c'est le fait qu'à chaque astre, on a affecté la plupart des qualités ou des défauts de la nature humaine. Donc vous avez un gigantesque laboratoire de l'humain, et c'est pas étonnant qu'on retrouve l'humain à la sortie. Vous mettez l'humain à l'entrée, vous ne mettez pas les astres, vous mettez l'humain et vous retrouvez l'humain à la sortie. Voilà. Mais vous parliez tout à l'heure de la Lune et du Soleil. La Lune, elle est quand même capable de réguler les marées. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a envie d'y croire. On se dit, bah oui, pourquoi pas? Pourquoi les planètes n'auraient pas des influences? C'est un fait, mais c'est pas. Ceci dit, quand vous regardez quelles sont les prescriptions de l'astrologie, ça n'a rien à voir avec l'influence de la Lune et du Soleil tel qu'on le connaît. Ça n'a rien à voir avec les marées, l'influence sur nos... Et le Soleil, on sait bien que c'était l'origine de la vie, on ne serait pas là s'il n'y avait pas de Soleil. Et en astrologie, puisque... Mais Mars, Vénus, Jupiter, Uranus et Pluton que personne n'a jamais vu. Mais dans la question symbolique. Mais dans la question symbolique, oui. C'est ça, le symbole. Voilà. Donc rien à voir avec Pluton en tant que... C'est un petit caillou, c'est tout petit, c'est plus petit que la Lune. C'est même plus une planète, c'est ça, paraît-il. Oui, mais peu importe, c'est situé à des milliards de kilomètres, des milliards de kilomètres de nous, donc... Mais ça existe parce que la notion d'énergie souterraine, c'est un concept qui convient à l'humain. Alors j'ai remarqué, qu'on l'attache à Pluton. Ça Sandra, mais moi par exemple dans mon cercle amical, il y a 2-3 signes astrologiques qui reviennent souvent en boucle. Oui. Et voilà, c'est c'est votre cas également. Pourquoi? Est-ce que c'est le fruit du hasard ou pas du tout?
Il y a plusieurs approches, évidemment. Est-ce que vous avez constaté ça? C'était des périodes ou c'est récurrent? Ah, c'est récurrent. C'est récurrent. Pareil. Les trois Alors, quarts de mes copines sont balance. Voilà. Oui, bon. Moi, ça va être Capricorne. Oui, écoutez, il faut... Là, je vous dirais que là, il faut monter votre thème astrologique pour voir, mais je n'ai pas de réponse à ça, vraiment. Là, astrologiquement, il faudrait monter votre thème astrologique pour voir pourquoi il y aurait une affinité particulière. Mais là, c'est pareil. On réduit la chose à un signe du zodiaque. On en revient toujours à cette vision, je dirais, piégeante. Certainement que ces amis-là, si on monte leur carte du ciel et qu'on fait ce qu'on appelle en astrologie une synastrie, c'est la comparaison, le rapprochement de deux univers symboliques. Donc c'est le langage. L'astrologie s'appuie aussi beaucoup sur la mythologie, hein, le dieu Mars, tout ça, voilà, la mythologie intérieure. On pourra arriver à expliquer pourquoi vous avez des affinités avec ces personnes-là. L'idée, c'est d'aller plus loin, d'être mais c'est plus peut-être précis. pas parce qu'elle est spécifiquement balance, mais il y a quelque chose qui gravite. Ou alors vous avez une dominante vénusienne dans votre thème qui va se ramener aussi. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les Vous avez détails. déjà fait faire votre thème astral? Mais- Vous avez déjà consulté un astrologue, Sandra? Oui, j'ai fait environ 1 an. La mère d'une amie qui a fait mon thème astral. Je n'avais jamais fait la démarche avant, à part consulter mon horoscope assez régulièrement. Et alors? J'ai adoré cette expérience, c'était assez, c'était assez vous a frappant, parlé? c'était intéressant. Ça- Oui, ça m'a énormément parlé. Ouais. Ça m'a énormément parlé, ouais. Alors il y a quand même, parce que vous parliez de cette pulsion souterraine, alors parlons-en, le moteur de l'homme, on le sait depuis Aristote et même avant, c'est le désir. Hein, on manque de quelque chose et donc on se meut. On va vers une tension parce qu'on cherche un objet, on cherche à atteindre. C'est pour ça qu'on bouge. L'étymologie du mot désir, c'est desiderare, regretter, l'étoile. si douce l'étoile. Donc c'est le manque de l'étoile, la nostalgie de l'astre. Alors finalement, si l'astrologie n'était rien d'autre que cette philosophie qui nous murmurait ce que l'être humain doit faire, retrouver son étoile. Et là, vous me direz que c'est le Petit Prince, Oui. c'est Oui. ce que Saint-Exupéry Oui, bien sûr. écrivait justement, et puisqu'il faut retrouver son étoile. En fait, rappelons, puisque nous parlions des expériences, cette expérience tout à fait sensorielle de lever la tête, imaginez comme c'était dans l'Antiquité. Alors aujourd'hui, on peut encore, de temps en temps, un soir d'hiver ou un soir d'été, pouvoir sentir ce sentiment d'immensité. Ben, l'être humain va essayer d'être quelque chose de plus et de s'émerveiller. J'ai souvent écrit dans mes ouvrages ou dans mes conférences, je l'ai dit, que essayons d'imaginer un monde sans étoiles. L'homme ne serait pas le même. Possible. Hein, il est condamné finalement à regarder le ciel parce qu'il est vertical, il est debout, il lève la tête. Et les poissons ne voient pas le ciel. Hein, ça change complètement. Ils n'ont pas du tout le même comportement que nous. Sujet d'étude. Oui, ce qui est fantastique, c'est que l'astrologie est le fruit de la sensibilité, de la perception de l'homme. Dès qu'il a commencé à tourner son regard vers les étoiles, je dirais que l'homme a commencé à établir un langage avec le cosmos pour se situer dans l'univers. Il y avait une inquiétude au départ qui a présidé à ce langage pour réparer le divorce entre l'homme qui est ici-bas et cette voûte céleste absolument inquiétante qui est au-dessus de nous. On a besoin d'établir cette connexion subtile. Que cherchent les patients qui viennent, les clients qui viennent vous consulter? Lapsus, c'est C'est que faire. Ouais, Qu'est-ce qu'ils viennent chercher quand ils viennent vous voir? Écoutez, souvent c'est une inquiétude, un doute qui les amène. C'est pas. J'ai rarement vu des personnes venir comme ça par la curiosité intellectuelle. Dire tiens, j'ai pris rendez-vous avec vous pour voir ce qu'est l'astrologie. J'ai dû avoir ça 1 ou 2 fois dans mon parcours. Hein. Bon, c'est-à-dire, C'est c'était- monsieur, je suis sûr. Oui, c'est vrai. Vous êtes prêté à mais l'expérience, vous mais c'était savez, intéressant. on en a Oui, parlé. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Joël de Gravelaine, Voilà. qui était Grand une astrologue. grande astrologue, personne formidable. Et on a, pendant des mois, on se voyait régulièrement. Il y avait d'ailleurs un psychologue qui était avec nous, un psychiatre, Oui. Édouard Collot. Et on avait des échanges très riches. Oui. Très, très riches. Et qu'est-ce que vous en effectivement. avez tiré, vous, personnellement, de... Alors, elle m'avait fait Votre thème mon astrologique. thème astrologique d'ailleurs, et donné une cassette pour que je puisse réécouter. J'avais trouvé qu'effectivement, ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on est d'abord en position d'attente. Même quand on s'en prémunit, on est parfois en situation d'attente croyante. Hein. Donc, on trie énormément. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui ne fonctionnent pas. J'ai réécouté, hein, j'ai bien vu. Mais en fait, on a tendance à oublier ça. Par contre, dès que l'astrologue tombe sur quelque chose qui semble être pertinent, oui, c'est vrai. on ce que regarde. vous dites. Ah oui, là, ça vous touche. Ça vous touche énormément. Exactement. Voilà. Il y a dans l'astrologie Eh oui. quelque chose de l'ordre du pari pascalien. Du pari, parce On ne que- sait pas, Absolument. mais on se dit toujours, et si c'était vrai? Voilà. Vous savez, l'astrologie, c'est comme les sorcières et les fantômes.
Personne n'y croit, mais tout le monde en a peur. Oui, mais il y a un Alors, fait c'est- astrologique quand même. Hein. Il y a un fait astrologique quand même, parce que là, on ne peut pas rester dans le cadre des sorcières et des fantômes. Non. J'aime bien le merveilleux, hein. Y a- j'adore. Hein. y a- Mais y a vous peut-être n'allez de la pas trop... réalité Ah, il y a- et pour moi, Allez, il y a- on fera une émission sur les sorcières et les il y a un fantômes. fait Je suis sûre que astrologique pour moi. ce On n'est sera... pas uniquement dans la croyance. Hein. Le marché de la prédiction brasse énormément d'argent, plus de 3 milliards d'euros par an. Il est assez peu réglementé par l'État, donc attention aux charlatans. On regarde un petit sujet et on s'en reparle après. Art divinatoire sous le signe du business? Entretien d'embauche, demande en mariage ou vente d'un bien, 24% des Français ont déjà fait appel à la voyance pour prendre une décision ou connaître leur avenir. En France, les arts divinatoires généreraient un chiffre d'affaires annuel de 3,2 milliards d'euros et les tarifs d'une séance peuvent varier de 60 à 300 euros. Caroline en a fait l'expérience, elle nous raconte. J'ai rencontré une dame qui travaillait sur la numérologie des généalogies à partir des étoiles. Ça fait un sacré truc. Eh bien, mine de rien, avec tout ça, elle m'a sorti quand même beaucoup d'éléments sur moi-même, sur ma famille, dont des choses que je ne savais pas. Et donc, je suis allée poser des questions suite à cette rencontre, des questions qui ont eu des réponses positives. Donc, j'étais assez étonnée que par l'astrologie, on puisse découvrir des choses sur soi-même et même des choses cachées ou inconnues. Je pense que voilà, il y a des choses vraies qu'on peut trouver. Et puis je pense qu'il y a ce qu'on écoute à la radio de temps en temps qui peuvent raconter vraiment n'importe quoi. À choisir, je pense que les deux sont nécessaires de temps en temps, juste pour se divertir, ça fait aussi du bien d'imaginer que eh bien, notre journée peut être sous une bonne étoile. Aujourd'hui, Internet regorge de sites ésotériques, d'offres de voyance ou de services audiotels. Attention toutefois à la personne que l'on souhaite consulter. Pas vraiment réglementé par l'État, le marché des arts divinatoires est souvent critiqué pour son opacité. Cela a notamment mené à la création de l'INAD, l'Institut national des arts divinatoires, dont l'objectif affiché est de moraliser la profession. Alors l'Institut national des arts divinatoires, donc, dont vous faites partie, hein, qui vise à essayer de tenter de faire un petit peu le tri, parce que quand même, il faut le dire, il y a un certain nombre de charlatans qui exercent librement et qui, peuvent profiter de la fragilité ou de la naïveté de certaines personnes en leur extorquant de l'argent. Donc il faut faire très attention. Hein. Ah, oui, puis il y en a beaucoup, hein, malheureusement. Il y en a énormément. Comment on fait pour faire le tri? Majorité, je ne sais pas, mais quand même. Écoutez, il y a déjà le bouche à oreille, l'expérience, on a vécu. Voilà. Ensuite, sur Internet, il faut faire très attention. Hein. Il faut déjà ceux qui s'affichent avec des pouvoirs, des capacités extraordinaires, et les astrologues chamaniques. Ils font tout. Enfin, c'est la Samaritaine. Enfin, on vous retrouve l'être aimé, il va vous aimer de nouveau, il va retrouver votre chat. Quand vous arrivez sur des sites, vous voyez tout de suite la carte bleue qui apparaît. Il faut partir. Méfiance. Ah oui, Il y a une astrologie pour chats, vous savez. Oui, c'est Vous avez un site j'ai là-dessus. appris ça Pour en chiens, préparant pour l'émission. chats, pour les mamans, pour Il les faut vraiment bébés. être très prudent. Alors, il y a l'INAD qui permet effectivement d'avoir une idée, voilà, parce que l'INAD fait un travail là-dessus très sérieux. Le bouche à oreille, et puis après, sur Internet, être très très prudent, regardez les références de la personne, la manière dont elle se présente, il faut être très prudent parce que vous pouvez tomber, comme il n'y a pas de réglementation réelle, vous pouvez tomber sur n'importe qui. Hein. Le thème astral, Émeric, on a bien compris que c'était la seule chose à vos yeux qui était vraiment sérieuse. Ah oui. Et on va le faire très rapidement parce que du coup, moi, je ne l'ai jamais fait, contrairement à Sassandra. Oui. Alors, on le fera peut-être en coulisses, en antenne, vous m'en direz un petit peu plus. Mais en 30 secondes, c'est vrai que ça, c'est ma carte astrale. À partir de les informations que je vous ai données, à savoir ma date de naissance, mon lieu de naissance, l'heure exacte. Et l'heure de naissance. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement en quelques secondes? Alors, dites-nous tout sur Émeric. Est-ce qu'on le garde? Oui, mais gardez-le. Parfait. Et je vais vous dire, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Alors, là, c'est ce qu'on appelle une carte du ciel, pour présenter aux téléspectateurs tout de même. Hein. Très bien, Alors, vous avez la roue du zodiaque avec les 12 signes, qui représente l'écliptique, qui est la course apparente, je dis bien apparente du Soleil en une année. Parce que vu de la Terre, on a toujours l'illusion d'optique que c'est le Soleil qui tourne, alors que c'est la Terre qui a une rotation axiale et orbitale, qui tourne autour du Soleil. Donc, vous avez les 12 signes du zodiaque. Vous avez la ligne d'horizon, alors évidemment, vous avez une flèche, vous voyez, qui traverse le thème là, une flèche. Là, vous voyez, il y a un petit M marron, vous voyez, à gauche, le petit M marron avec la flèche qui passe à travers, c'est ce qu'on appelle le signe ascendant.
Donc, Émeric est né sous le signe des Poissons. Le petit rond orange, vous voyez, avec un petit cercle au milieu, ça représente le soleil. C'est le glyphe, le symbole du soleil. Donc, il est Poisson, ascendant Vierge. D'accord. Voilà. Alors après, vous avez la position des planètes dans chacun des signes pour son jour de naissance, hein, avec leurs données, puisque la Lune est vraiment le satellite de la Terre, donc la Lune a un déplacement très rapide. La Lune met 2 jours et demi pour traverser un signe. Donc, Émeric est né avec un soleil en Poisson, une Lune en Poisson. Il est né juste avant la formation d'une nouvelle Lune. Hein. C'est-à-dire que 4 heures plus tard, il y avait la formation, c'est-à-dire que le Soleil avait rendez-vous avec la Lune, pour reprendre le titre de la chanson de Charles Trenet. Formidable. Alors, évidemment... Il faudra m'en Très dire en plus, rapidement, après. parce que là, Bah oui, malheureusement, on n'a plus le temps. Les lignes que vous voyez à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle les aspects interplanétaires, c'est le dialogue des planètes entre elles. Voilà. Alors, Émeric est Poisson. Alors, là, c'est très difficile, là, en très peu, puis en même temps, on est à l'antenne, j'ai quand même pas... Vous m'en direz plus après, il n'y a pas de problème. Oui, avec grand plaisir. Avec Ouais, oui. Allez, Mais ça, c'est la carte du ciel Ouais. que l'astrologue dresse quand quelqu'un prend un rendez-vous pour venir en consultation D'accord. privée. Et vous voyez, il y a beaucoup à dire. Hein. Vous voyez Ok. Tout ça, ça rentre... Je vous en dirai plus demain. Très bien.